passe. Non, non, ne cachez pas. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, si ça vous va, on va démarrer l'atelier. Donc, merci d'être avec nous pour cet atelier dédié au médico-social. Allez-y, passez. Donc, aujourd'hui, on voulait aborder avec vous le Ségur du numérique en santé dans le médico-social et pouvoir tirer un premier bilan des travaux menés jusqu'ici. Donc, on est assez nombreux aujourd'hui pour vous parler de ce sujet et du médico-social. Donc, je vais rapidement faire un petit peu un tour des intervenants, mais ils vont parler chacun leur tour, donc vous aurez l'occasion de les voir. Donc, l'idée était, d'après ces quelques semaines de lancement du Ségur du numérique pour le secteur médico-social, de vous montrer que finalement, le déploiement des services et des référentiels socles est vraiment une réalité. Et on va le voir au travers d'un retour d'expérience d'une structure de LNA Santé. Donc, on aura Mathieu Destrade qui parlera pour LNA Santé. On aura également, je crois qu'il y a Laurent Joitel pas loin. On aura à côté Teranga, voilà. Bonjour Laurent. On aura Rémi Gibaud, ici présent. On aura également Manon Triponel côté Lifen, Guillaume Lescar. Et ensuite, on aura aussi la région donc Pays de la Loire qui nous accompagne pour cet atelier qui a pu suivre cette structure. Donc, je ne sais pas, voilà, Julie Tann et Fiona D'Angelo à côté. Et puis, Odile Jamais nous fera le plaisir de conclure avec quelques mots cet atelier. Donc, pour vous recontextualiser un petit peu l'objectif de ce pilote, puisque donc ça a été dans le cadre du Ségur, un petit peu en avance de phase de la production, en tout cas de la publication du DSR, on a travaillé donc sous l'impulsion de la DNS sur des pilotes, donc pour les secteurs PA, PH et domicile. Pour tester finalement et mettre en place en vrai, c'était une réalité dans des structures, les services et référentiels socles. L'objectif de ce pilote, c'était d'identifier les freins, partager les bonnes pratiques techniques et organisationnelles pour pouvoir les capitaliser et constituer des retours d'expérience. On vous a mis à la fin le lien, ils sont publics sur le site de l'ANS, vous pourrez les regarder. Et orienté sur voilà, les outils pédagogiques à fournir aux acteurs pour le secteur, pour faciliter les déploiements, parce qu'on a vu que ce n'était pas toujours simple. Il y a des choses qui ont très bien fonctionné, vous allez le voir, et puis il y a des choses qui étaient un peu plus compliquées. Donc voilà, l'idée était de capitaliser là-dessus et de comprendre ce qui fonctionnait bien, pas bien, et de pouvoir ajuster. Donc, juste pour vous faire un rapide tour de comment ça s'est passé, donc c'était sur plusieurs semaines, cette phase pilote, de septembre 2021 à mars 2022. Et donc, on avait 18 pilotes engagés, 18 structures médico-sociales des domaines PA, PH et domicile. Et on les suivait de manière hebdomadaire avec des co-suivis. Donc, c'était vraiment un groupe avec la structure, les éditeurs concernés, les équipes de la DNS, de Mazars et de l'ANS, pour suivre de manière rapprochée ces pilotes. On vous a mis rapidement les 18 pilotes engagés, avec le focus qu'on va faire aujourd'hui avec LNA Santé qui nous fait le plaisir d'être là à l'atelier. Et ils s'étaient tous engagés sur des objectifs durant la phase pilote. Et donc, on a un petit peu mis ceux qui avaient atteint ces objectifs durant cette phase pilote vraiment très courte, en avance de phase, encore une fois, des DSR. On verra que LNA a fait du DMP, de l'AMS Santé et de l'INS. Et donc, je les laisse tous se présenter, je vais leur laisser la parole et puis leur laisser la présentation de l'atelier, parce que c'est eux qui vont vous dire comment réellement ça s'est passé. Donc, je crois qu'il y a un micro, allez-y. Ok, bah, merci beaucoup en tout cas pour nous avoir autorisé la prise de parole un petit peu de ce retour d'expérience. Donc, merci à l'ANS pour ce temps. Donc là, rapidement, en fait, donc LNA Santé présente en quelques mots. Je ne vais pas vous abrutir avec beaucoup d'informations, mais en gros, ça fait depuis un petit moment que l'organisme, c'est un organisme gestionnaire qui est là depuis 30 ans, qui a gagné une certaine expertise et innovation au service des résidents et des patients. Donc, c'est devenu un acteur de premier plan. Pour vous donner un peu des chiffres, quelques chiffres, c'est à peu près 9000 patients résidents par jour qui sont pris en charge.
On a à peu près 8000 collaborateurs sur tout le territoire, diffusés sur tout le territoire, donc avec une partie siège qui est là en tant que support des établissements, et puis bien sûr les établissements avec les équipes de santé. Et on possède donc 80 établissements. Et donc là, en termes d'activité, juste pour vous dire que finalement, on a 9000 lits, c'est divisé en fait un peu en deux activités. La partie médico-sociale, qui est à hauteur de 56%, et puis la partie qui est la sanitaire, donc pour le reste. Et donc là, le sanitaire touche la SMR, donc anciennement SSR, le psy, la chirurgie, et puis l'HAD, l'hospitalisation à domicile. Voilà, donc on touche un petit peu à tout secteur. Bonjour, Guillaume Lescar, en charge des partenariats avec les hôpitaux chez Lifen. Lifen, une start-up qui a été créée en 2015 et qui a comme première solution, une solution qui permet à tout professionnel de santé, une solution qui permet à tout professionnel de santé, à travers une solution très simple, ergonomique, de pouvoir émettre tout type de documents vers tout type de destinataires, soit des correspondants médicaux, les patients, les établissements. L'IFUN PFI a été référencé fin février 2022, donc il y a quelques mois, dans le couloir hôpital. Vous voyez ici un certain nombre des 600 hôpitaux et groupes qui nous font confiance, notamment donc le groupe LNA depuis 2020, mais également des grands groupes du privé, des ESPIC et du public. Voilà, plus de 2,5 millions de comptes rendus sont émis à travers la solution LIFUN chaque mois. Avec des taux de dématérialisation, notamment sur les messageries sécurisées MS Santé, pro de plus de 90%, et déjà des pilotes MS Santé citoyenne qui ont été lancés fin de l'année dernière, que ce soit dans la partie hôpital ou médico-sociale. Voilà. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Moi je représente la société Teranga Software, donc on est dans le secteur médico-social. On a un peu moins de 15 ans d'existence au sein de la société. Du coup, donc on est le dossier résident le plus déployé en réalité en France, sur lequel donc on gravite sur la partie PA, personnes âgées, la partie PH, majoritairement du coup sur la partie personnes âgées. Voilà, donc on est une société, on fait à peu près 13 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est très, voilà ce que je disais, on est majoritairement présent donc sur le secteur EHPAD, mais aussi sur la partie handicap avec NetSoin et NetVie. Ce sont les deux produits phares de l'entreprise. Donc on a à peu près aujourd'hui 40% de part de marché, notamment sur le secteur PA, avec 3800 établissements installés dans toute la France. Ce qui fait que ça fait, voilà, on a compté environ 220 000 dossiers résidents dans toute la France, sur lequel justement on a la traçabilité des soins prodigués. On a environ 100 000 utilisateurs qui utilisent nos outils en fait aujourd'hui. Et après, voilà, donc on est vraiment une entreprise de taille moyenne finalement, franco-française, sur lequel voilà, on a 95 collaborateurs à peu près, majoritairement sur la partie R&D et service client. Et après, on a différents types de partenariats qu'on peut mettre en place, notamment sur les acteurs de notre écosystème, sur des laboratoires, des pharmacies, des acteurs de télémédecine notamment. Voilà. Bonjour à tous. Donc nous sommes le groupement de coopération sanitaire e-santé Pays de la Loire. On est une structure en fait qui est vraiment là pour favoriser la coopération entre le public, le privé, la ville, l'hôpital et le médico-social. Notre objectif en fait, c'est vraiment au service de nos adhérents et missionné par l'Agence régionale de santé de déployer les outils numériques au service, encore une fois, donc de la prise en charge et le suivi des patients. Et pour ce faire, du coup, on va vous présenter notre accompagnement auprès des ESMS. Donc très rapidement, nous, on accompagne les ESMS dans l'acquisition ou la mise en conformité de leur DUI. Donc on va arriver en amont de la candidature pour le programme ESMS numérique. Donc on va les accompagner dans le dépôt de leur candidature, dans l'élaboration de certaines pièces qui sont à rendre. Ensuite, voilà, on va les sensibiliser au service socle et au RPPS+, notamment.
On peut les mettre en relation, évidemment, pour la constitution de grappes. Et en ce qui concerne le dispositif SONS, du coup, on va leur présenter ce dispositif. On pourra les accompagner également pour la description des bons de commande. Voilà, et on accompagne également les travaux du collectif SI Pays de la Loire. Donc, notamment dans tout ce qui va être l'organisation de webinaires de retour d'expérience, donc que ce soit des webinaires sur comment mettre en place un DUI, comment mettre en œuvre le service socle et le RPPS+. Et en même temps, on va leur donner également une petite boîte à outils, on va dire, et des outils de communication. Le GCS est vraiment là pour accompagner les ESMS finalement dans leur transformation numérique. On est là un peu pour reprendre les mots d'un collègue, tirer la pelote, déchiffrer, simplifier pour leur permettre vraiment de mettre en œuvre cette transformation numérique. Et d'ailleurs, vous l'aurez compris, le programme ESMS numérique, c'est finalement le DUI au cœur de la transformation des ESMS. On les invite finalement à mettre en œuvre leur outil métier, mais un outil métier qui soit interopérable et communicant, qui leur permette vraiment de faciliter, d'améliorer, de mettre en œuvre une qualité de prise en charge encore plus pertinente. L'idée finalement, c'est de permettre le partage, l'échange et le partage de données de santé de manière sécurisée. Et cela, du coup, via un DUI interopérable qui va embarquer les fameux services socles qu'Elena Santé ensuite va vous présenter via le pilote, l'identité nationale de santé qui permet finalement de s'assurer qu'on parle de la bonne personne accompagnée, ProSanté Connect qui va nous permettre d'avoir un accès sécurisé, ou en tout cas s'assurer que c'est le bon professionnel de santé qui a accès à la donnée. Et tout cela derrière pour, encore une fois, faciliter le partage de données avec la ville, l'hôpital et les autres membres du parcours de soins. L'idée, c'est vraiment finalement de faire en sorte que tout cela s'inscrive dans un parcours de santé d'accompagnement intégré. Et demain, aujourd'hui même presque, on y est déjà, l'accès pour le citoyen via Mon Espace Santé. Et du coup, je laisse la parole à Elena Santé qui va nous raconter ce beau pilote. Alors du coup, au niveau des périmètres du pilote, on s'est donné en fait 4 objectifs qui se portent en fait sur les 4 services socles de l'ANS, à savoir l'INS, le DMP, l'espace de messagerie sécurisée de santé et mon espace santé. Donc on peut le voir que finalement ces 4 services socles s'appuient sur 2 éditeurs, NetSoin et IFAN. NetSoin a permis en fait de permettre la qualification des identités des résidents en établissement. Donc, on arrive à récupérer l'INS et on s'est donné cet objectif-là sur ce pilote. Concernant le DMP, c'était l'envoi en fait du document de liaison d'urgence. Donc, à savoir que le dossier de liaison d'urgence, c'est un document qui est envoyé pour une prise en charge à l'hôpital d'un résident. Et donc, on lui fournit à l'hôpital le fameux DLU et on l'intègre dans le DMP du résident. Donc, ça, c'était le deuxième objectif. Le troisième, c'était d'envoyer, qu'importe le document, un DLU, un compte-rendu, une ordonnance, une prescription, de manière sécurisée à un professionnel de santé et de façon sécurisée via la messagerie sécurisée de santé. Et enfin, c'était le quatrième objectif, d'envoyer un document dans le fameux Mon Espace Santé via la messagerie citoyenne. Voilà, et donc ces 3 objectifs, c'est l'IFAN qui le porte, et puis concernant l'INS, c'est NetSoin. Voilà. À savoir juste aussi pour le contexte, c'est 2 EHPAD pilotes que l'on a sollicités et qui ont bien aussi voulu jouer le jeu et voilà, de tenter l'expérience parce que finalement c'est quand même quelque chose de nouveau. Alors donc effectivement, là on a moi je vais faire une petite partie sur le processus technique. En réalité, dans le cadre des établissements de Elena Santé, NetSoin n'est pas maître de l'identité. C'est un logiciel CRM en fait qui permet de piloter les identités provisoires. Donc en fait, on était dans un écosystème un petit peu particulier sur lequel en fait on réceptionnait l'identité des résidents donc dans un statut provisoire, ce qui nous permettait en fait derrière d'aller récupérer l'INS qualifié dans NetSoin en fait, alors par le biais notamment par les traits d'identité ou bien la carte vitale ou bien la carte CPS pour la partie authentification et certificat aussi. On avait cette possibilité là
Donc, ce qui fait qu'on a dû passer des différentes homologations pour ça, pour pouvoir récupérer l'INS. Une fois que cette identité INS, elle est qualifiée, elle est renvoyée à un EAI, en fait, hein, qui est l'EAI Enovacom, en l'occurrence, qui était l'EAI du groupe Elena. Et donc, ensuite, ça permet de dispatcher cette identité dans tout le système d'information de Elena, avec justement l'identité qualifiée. Voilà. Et du coup, à partir de cette identité qualifiée qu'on reçoit de l'EAI d'Elena, côté de l'IFUN, on est en capacité de réaliser les envois vers le DMP, la MS Santé Pro et mon espace santé, et dans la MS Santé citoyenne, avec un INS qualifié. Et voilà, donc pour vous prouver que finalement, ce n'est pas que des paroles en l'air, c'est aussi donc quelque chose qui a bien été fait, réalisé. On va vous montrer un petit peu par une petite vidéo. Alors le premier, on l'a découpé en deux usages. Le premier, c'était la qualification de l'INS. Donc là, c'est après pour la première vidéo. On peut lancer le son. Donc là, ici, on est finalement ici dans le DUI métier. On arrive sur la partie administrative où finalement, on récupère les données administratives du résident qui ont été notifiés à la main. Il y a une première étape qui est de qualifier l'INS. Donc, on n'a plus la carte vitale. On fait l'appel à l'INS. Ça va demander la carte CPS pour aller finalement donner l'autorisation à appeler l'INS et à récupérer les informations de l'INS. Voilà, la deuxième étape. Ça récupère l'INS. Donc, on a les traits d'identité, la date de naissance et toutes ces informations. On les récupère, on les enregistre et ça va venir en fait s'intégrer sans qu'on puisse le modifier dans l'administratif. Ensuite, deuxième étape, on confirme l'identité. On peut le confirmer avec plusieurs pièces d'identité, la carte nationale d'identité, le passeport et autres informations et autres documents. Et ça permet à la fin finalement de qualifier l'INS. Il faut savoir que c'est vraiment ces deux étapes-là. Il faut appeler l'INS, il faut récupérer les données et ensuite il faut les rendre conformes, il faut les vérifier avec une pièce d'identité. Donc, c'est vraiment ces deux étapes qui permettent de faire ça. À savoir qu'aussi, sur cet outil qui est vraiment très clair, on a, alors, juste avant la vidéo, finalement, en fait, le résident, il va avoir une petite notification, il va avoir un petit logo INS qui va venir s'afficher pour dire qu'il a bien été qualifié. Voilà. Après, bon, ça, c'est un DU métier. Vous avez peut-être forcément vu d'autres DU métiers. Mais là, on s'est attaché vraiment sur la partie administrative. La deuxième vidéo, c'est sur l'usage de la messagerie sécurisée de santé, le DMP plus la messagerie citoyenne. Donc là, on fait le package et on peut lancer la vidéo. Donc là, en fait, on va simuler l'envoi d'un dossier de liaison. Donc un dossier de liaison, quand une personne est prise en charge à l'hôpital, et ben, au moment de partir, on lui génère un dossier de liaison. Dossier de liaison qui va reprendre en fait finalement les informations pour une bonne prise en charge. Ici, on va devoir l'imprimer. Au lieu de l'imprimer sur papier, on l'imprime par l'imprimante virtuelle l'IFUN. Cette imprimante virtuelle l'IFUN va permettre du coup d'envoyer le document dans l'IFUN. L'IFUN, à savoir, c'est une boîte d'envoi de documents en fait, qui va permettre du coup de l'envoyer à pas mal de personnes. Ici, le document, on le retrouve. Donc là, c'est sur mon cas de test. Il y a une intelligence artificielle qui vient récupérer les données qui sont sur le document, donc à savoir le patient. Et ensuite, il va proposer les types d'envoi, à savoir le DMP. Ici, on est sur un magnifique exemple où le DMP n'est pas ouvert. Et ensuite, les destinataires où finalement, on peut l'envoyer au patient lui-même, par voie dématérialisée, par voie postale, ou sur mon espace de messagerie sécurisée de messagerie citoyenne. Voilà. Et on peut l'envoyer à un professionnel de santé. Et c'est là où la messagerie sécurisée de santé prend tout son sens. On peut faire, via des recherches, accéder à l'annuaire de santé et rechercher la bonne personne. À savoir qu'on peut chercher des personnes ou des structures. Ici, c'était une structure. Elle avait l'IFUN ou un envoi postal. Bon, voilà. Donc là, c'était via l'IFUN. On peut lui envoyer. Je l'ai supprimé pour ne pas que ça encombre. Et ici, je l'envoie. Donc, je l'envoie à moi-même sur mon espace santé. Et alors, pourquoi je peux l'envoyer? C'est parce qu'aussi, je me suis qualifié. Hein. Si on n'a pas qualifié, on n'envoie pas par messagerie citoyenne. Et ici, je me suis connecté à mon compte. Là, c'est le temps de synchronisation, de bonne réception du document. Voilà. Là, la messagerie, on le retrouve ici et on constate bien que le document est bien reçu. Donc voilà, c'était l'EHPAD de la Chaise-Alial, donc c'était un de nos EHPAD pilotes. Donc c'est pour ça qu'il porte le nom de cette résidence. Donc voilà, concrètement, les étapes, et là, c'est vraiment pas c'est vraiment ce que fait le professionnel, il n'a pas besoin de faire plus que ça.
Donc c'est assez rapide. On peut, en termes de qualification de l'INS, en termes d'envoi un document à un professionnel de santé, c'est aussi rapide que ça, aussi simple. Et bon, après, il y a une prise en main de l'outil, mais voilà, en quelques clics, on arrive à accéder et à envoyer les documents de façon sécurisée. Voilà, là ici, c'est juste une petite planche pour vous présenter finalement le retour expérience, parce que là, vous avez ma voix pour vous dire que finalement, c'est plutôt simple et à vous vendre la chose, sauf que là, c'est finalement le retour métier, le retour terrain qui va du coup ressortir. J'ai présenté de cette manière-là, en colonne le résultat, dans une autre colonne les enseignements avec des prochains usages, et en ligne les services socles. Donc, savoir l'INS, clairement, le premier retour qui a été fait, qui était super positif, c'est que c'est très simple à faire. En quelques clics, voilà, on s'amuse. C'est presque un jeu en fait d'aller appeler l'INS, de récupérer l'information, de le vérifier. Donc ça va assez vite. C'est quelque chose qui est vraiment remonté, voilà, quelque chose une forte adhérence au niveau des équipes. C'est aussi un succès parce que c'est intégré directement dans l'outil métier. Il n'y a pas vraiment besoin de faire beaucoup de formation puisqu'ils maîtrisent déjà l'outil. Ils ont déjà quelque chose dans un process qu'ils ont déjà en place, mais voilà, ils essaient de récupérer des informations et de les rendre justes. Là, ils ont un outil qui leur permet d'avoir les informations les plus justes possibles, nom, prénom, date de naissance, le lieu de naissance. Donc ça, c'est vraiment un gain pour eux. Et puis, du coup, on a pu quand même faire 160 appels. Donc là, sur 2 EHPAD pilotes, on était à peu près à 80-90 résidents dans les EHPAD. Donc, on a pu le faire pour la majorité. Le petit point négatif quand même, c'était que finalement, l'INS, c'est un outil, quand ça fonctionne bien, nickel, on n'a rien à faire. On récupère, on confirme et tout va bien. Le problème, c'est que parfois, l'INS ne remonte pas les bonnes informations. Il y a des erreurs. Donc, soit c'est pas la bonne information, soit la donnée, finalement, c'est pas du tout le bon résident. Parfois, il peut y avoir un problème sur le deuxième nom, le deuxième prénom. Donc là, la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on l'accepte pas? Est-ce que c'est une marge d'erreur acceptable? Bon, en soi, on l'accepte pas, mais voilà, il y a des erreurs qui sont liées à cet appel INS. Et deuxième point assez complexe là, qui était remonté, c'est finalement quand il y a une erreur, c'est le résident qui est responsable de son identité numérique. Et donc, demander à un résident qui a 100 ans d'aller faire les démarches administratives, de corriger ces informations, on va pas y arriver. Donc, voilà, ça, c'était le retour, enfin, voilà, le retour stricto sensu du terrain. En termes d'enseignement et surtout d'usage, finalement, on a découvert que l'INS, au-delà du fait juste de qualifier pour l'admission d'un résident et de récupérer les bonnes informations, finalement, il y a un énorme intérêt. Et l'énorme intérêt, c'est l'exemple type, le résultat de laboratoire qui arrive d'un laboratoire et qui est intégré directement dans le logiciel métier. Donc là, c'est le cas dans NetSoin, on peut le faire. Sauf qu'aujourd'hui, vu que le laboratoire et jusqu'à présent, il n'y avait pas l'INS, et en fait, le match se faisait par le nom, prénom, date de naissance. Et donc, si le laboratoire, il y a un problème de nom, le match ne se fait pas et ça nécessite un professionnel de santé d'aller se connecter sur le logiciel et de dire oui, je confirme et j'associe le bon résultat au bon résident. Là, maintenant, si on parle d'INS, ce sont seulement 2 chiffres qui se concordent. Est-ce que le chiffre est bon? Oui, non. C'est aussi simple que ça. On atteint un pourcentage de 100% d'adoption d'intégration de l'outil, des résultats. Donc là, clairement, ça pour les professionnels, c'est très parlant et très positif pour eux. Et le deuxième point, en termes d'amélioration, ce serait du coup cette amélioration de correction, puisque ça va être itératif. Là, pour l'instant, il y a un premier jet où finalement on a une première base de données pour l'INS, mais l'idée c'est de se dire ok, comment on gère en fait les itérations pour corriger. Et donc là, de voir parce que cette partie-là est assez contraignante pour les résidents. Deuxième usage, donc là c'est le package DMP, messagerie sécurisée de santé. Je voulais les décorréler. Donc, côté positif, c'est que c'était simple, c'est des actions rapides, comme je vous ai montré. Voilà, c'est en 2 clics qu'on arrive à trouver un professionnel de santé, à le rechercher. C'est assez intuitif. Par contre, l'aspect un peu négatif, là, tout de suite, c'est finalement, il y a très peu d'usages, il y a très peu d'envois qui sont réalisés en établissement, parce qu'un EHPAD, c'est plutôt un endroit où on va récupérer de la donnée, mais c'est pas vraiment un endroit où on va la diffuser à d'autres professionnels. Parce que le résident, il fait sa vie, sa maison, c'est la résidence. Donc, il a... Je suis en train d'user le micro là. Donc non, je disais donc le résident en fait finalement lui sa maison c'est l'EHPAD, c'est la résidence et donc il y a finalement peu d'envois qui se justifient pour l'envoyer vers l'extérieur. Donc au niveau de la messagerie sécurisée de santé c'est compliqué.
Le DMP, c'est un petit peu pareil, à savoir que au niveau du DMP, on a trouvé pas mal de cas où le DMP n'était pas ouvert, ou alors le DMP n'est pas réutilisé par un professionnel de santé. Donc, en termes d'usage, ça s'arrêtait un petit peu là. Deuxième point, c'était les structures qui ont très peu d'adresses sécurisées de santé. Donc, si on veut entrer dans un échange, on a beau être équipé d'une adresse de messagerie sécurisée de santé, si l'autre personne qui veut recevoir ne l'a pas, bah, c'est compliqué de lui envoyer de façon sécurisée. Donc là, on s'est retrouvé avec des cas un peu compliqués d'entrer en échange. Voilà. Et en termes d'usage, bah, clairement, le premier usage, bon, en termes d'envoi, c'est une prise en charge en urgence d'un résident. On a besoin d'envoyer un DLU. Donc majoritairement, c'est envoyé par papier. Il se perd entre la résidence et l'hôpital. Le papier se perd. Il n'arrive pas à la bonne personne. Là, si on arrive à l'envoyer à la DLU via la messagerie sécurisée de santé, on l'envoie en bon service. Ils le reçoivent et ils vont le transférer au bon docteur qui va prendre en charge le résident. Et le deuxième usage qui peut être très intéressant pour un EHPAD, c'est de récupérer surtout l'information. C'est là où ils ont beaucoup de difficultés à récupérer l'information lors d'une prise en charge. Donc, que ce soit en ville pour un médecin ou à l'hôpital, d'avoir un compte-rendu, c'est très compliqué. Et donc là, le fait de le récupérer, ça permettrait de solutionner pas mal de choses. Voilà en termes d'usage. Et enfin, le dernier, c'était le fameux Mon Espace Santé avec la messagerie citoyenne. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on a fait qui n'est pas déployée et qui n'est pas utilisée aujourd'hui par les établissements, par les usagers, c'est finalement, on a prouvé techniquement que ça fonctionne. On peut l'envoyer, on peut le consulter dans la messagerie citoyenne, enfin dans Mon Espace Santé, mais pour l'instant, on n'a pas encore identifié d'usage en établissement pour pouvoir le déployer en masse. Et donc, bah, l'enseignement, clairement, ce qu'on observe, c'est qu'il faut regarder à l'esprit que dans le microsocial, on s'adresse à des personnes qui sont plutôt âgées, qui n'ont pas forcément le même niveau informatique que nous. Et ben, il y a une énorme acculturation à leur apporter, et surtout parler d'usage, de leur montrer l'intérêt qu'ils ont à y aller et à utiliser les outils qui sont à disposition. Voilà. Merci à tous pour ces différentes présentations. Donc moi, je voudrais dire au titre de la DNS qu'on est hyper content de la réalisation de ce pilote. Alors à plusieurs titres, hein. Tout d'abord parce que on a travaillé de nombreux mois pour élaborer le DSR, pour construire ce référentiel d'exigence, et que grâce à ce pilote, un des 18, mais un quand même qui est arrivé au bout, comme la majorité d'ailleurs des pilotes, eh bien, on a réussi à prouver que ce qu'on avait écrit à plusieurs mains, avec l'aide du terrain, avec l'aide des acteurs, eh bien, on arrivait à le mettre en œuvre. Donc ça, c'était une première vraie satisfaction. Ça veut dire que c'est possible, les acteurs y arrivent. Elena Santé, comme beaucoup d'autres, enfin, Elena et l'ensemble des acteurs, Elena Santé nous a montré que c'était possible. Et en plus, dans le discours là qui vient d'être tenu par Elena Santé, non seulement c'est possible, mais c'est simple et c'est accessible. Alors évidemment, il y a des problèmes d'usage qui sont pas encore complètement au rendez-vous, et c'est ce que vous venez de dire, il y a encore des freins, mais qui sont liés au fait que on est encore au début de cette aventure du déploiement de Mon Espace Santé, de la généralisation du DMP et de la messagerie sécurisée de santé. Donc il faut faire les premiers tours de roue, c'est un peu difficile, il faut créer les usages, il faut que chacun comprenne l'intérêt qu'il a à agir. Donc ça, on est assez confiant sur le fait que ça va se développer. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est simple, ils y sont arrivés, ces 18 pilotes, et celui-là en particulier, et qu'il n'y a pas de raison que tous les autres n'y arrivent pas. Ce que je voudrais souligner également dans ce qui vient d'être présenté, c'est la formidable coopération entre Elena, l'IFEN, Teranga, le GCS là qui est aussi représenté, l'ANS qui est là, l'équipe Mazar qui est intervenue également en soutien, et que c'est cette collaboration-là, tous ces acteurs qui ont travaillé ensemble de manière très proche, dans une forte collaboration, c'est ça qui a permis que ça puisse fonctionner. Et là aussi, si ça fonctionne en Pays de Loire, chez un acteur, avec l'appui des acteurs, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je vois les collègues de Bretagne qui sont là ou de Hauts-de-France. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas également dans toutes les autres régions. Donc, c'est extrêmement, Nouvelle-Aquitaine qui est là aussi, c'est extrêmement encourageant, ces premiers pilotes, et ces résultats sont vraiment très, très satisfaisants, et on est très fiers du travail qui a été réalisé par tous. Voilà ce que je pouvais dire en conclusion.
Merci Odile, merci à tous. Donc on en a fini pour ce petit atelier. On vous a juste mis peut-être les liens pour si jamais vous voulez accéder à tous ces retours d'expérience qui se sont réalisés dans le cadre de cette phase pilote. Ils sont donc disponibles sur le site internet. Et puis pour vous dire qu'évidemment sur le médico-social, la route continue, les travaux continuent sur d'autres domaines, la protection de l'enfance, le social arrive aussi. Et donc, on aura également d'autres pilotes et peut-être d'autres choses à présenter les fois prochaines. Voilà, merci à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être on peut prendre quelques questions. Oui. Bonjour, je suis infirmière libérale dans le Sud. Donc, la CPAM nous a obligés à installer la messagerie sécurisée qui n'est pas du tout utilisée chez nous. Donc, il y a beaucoup de réticences au niveau des professionnels. Je tiens à le dire. Donc, oui, c'est quelque chose qui est pas mal, mais on communique malheureusement encore avec les anciens outils et que la messagerie sécurisée, c'est encore, ça reste dans les tiroirs. Voilà. Donc, c'est une réalité qui se voit et qui, voilà. Merci pour cette question. Alors, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. La raison pour laquelle on a élaboré ces DSR, donc là, ce qu'on vient de voir est la mise en œuvre du DSR, donc du référentiel d'exigence minimale sur une petite partie de ce qu'on a à faire, là, ce qui a été démontré par Elena et par toute l'équipe, ce n'est pas tout le logiciel. Ce qu'on cherche à faire, vous l'avez vu, si vous avez vu les petites démonstrations, c'est à automatiser tout ça dans les logiciels des professionnels. Donc, ça va arriver aussi, c'est en cours de déploiement pour la médecine de ville, par exemple, c'est en cours de déploiement à l'hôpital. Et nous, on est convaincus qu'à partir du moment où l'ergonomie du logiciel métier fait que ça devient automatique, comme vous l'avez vu là dans la petite démo, c'est-à-dire qu'il n'a plus de questions à se poser, à sortir du logiciel métier pour aller dans une messagerie sécurisée de santé, ce que les professionnels étaient réticents à faire. Eh bien, maintenant, ce sera intégré dans le logiciel métier, ça va devenir transparent et du coup, les usages, nous, on est convaincus de ça, que les usages vont venir parce qu'il n'y aura pas un clic supplémentaire ou 10 clics supplémentaires pour aller le faire. Alors, évidemment, comme je le disais, on est encore au tout début de ça. Pour les logiciels infirmiers, ça va arriver. Il va y avoir, d'ici, je pense, la fin de l'année, une nouvelle task force pour intégrer ça dans les logiciels des infirmiers. Pour les logiciels des médecins, c'est en train d'arriver. Il y a des logiciels qui sont en train de se faire référencer Ségur, c'est-à-dire de prouver qu'ils savent faire ça. L'hôpital, c'est pareil, est en train d'arriver. Donc voilà, ça va arriver, c'est le message qu'il faut retenir. Et en tout cas, tout ce qu'on fait, c'est pour faire en sorte que ce soit le plus transparent possible pour les professionnels et que justement, on arrive à dépasser cette réticence en rendant les gestes les plus automatiques et les plus transparents possibles pour les professionnels. Donc voilà, il faut encore un petit peu de patience, ça arrive. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je voulais savoir pourquoi le choix de l'IFEN, en fait, de NetSoin vers les différents entrepôts DMP, messagerie. Pourquoi passer par l'IFEN et pas un accès direct? Est-ce que c'est par rapport à la structure du système d'information de LNA? Alors, on a gardé l'IFEN pour le médico-social parce qu'aujourd'hui, c'est déployé aussi dans notre activité sanitaire qui est très utilisée, et du coup, parce qu'il y a énormément d'envois à faire. Et donc, l'IFEN répond clairement bien à cet usage. Et donc, vu que ça fonctionne très bien dans le sanitaire, on l'a déployé aussi dans le médico-social. Voilà. Merci déjà pour ce retour d'expérience. C'est hyper intéressant d'avoir des exemples concrets comme ça. Vous disiez qu'il y avait encore un enjeu par rapport aux usages, enfin que techniquement ça fonctionne, mais qu'il y a un enjeu derrière que ça rentre dans les usages. Est-ce que vous observez une évolution des usages ou à minima, d'après vous, quels sont les prérequis ou les conditions pour que les usages prennent ? Alors ça peut dépendre beaucoup des usages. Si on parle de messagerie sécurisée de santé, l'envoi de documents, clairement, on s'aperçoit qu'on
l'établissement doit, en prérequis, s'accorder avec la structure d'envoi ou le professionnel qui va recevoir les documents, de le prévenir qu'on va lui envoyer maintenant, non pas par imprimante, une feuille papier, mais par voie dématérialisée. Et donc, ils se tiennent prêts à recevoir ce nouveau mode d'envoi. Donc ça, c'est le premier prérequis. Et puis le deuxième prérequis, il faut qu'il soit lui-même équipé et d'accord pour recevoir ces documents via la messagerie sécurisée de santé. Voilà. Je sais pas si... Oui, ça marche. En complément, là, par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a un prérequis qui me paraît évident, c'est que plus les logiciels qui sont aujourd'hui utilisés par les professionnels seront référencés Ségur, c'est-à-dire présenteront toutes ces automatisations, moins il y aura de freins à l'usage. Enfin, c'est un peu ce que je viens de répondre à madame, mais voilà, là aujourd'hui, ils ne sont pas encore déployés, les logiciels. Donc, de facto, les usages tardent à venir. Voilà. Mais ça va venir en même temps. Et parfois aussi, on peut constater que l'outil technique est en place. Il y a un vrai besoin en termes d'INS, mais parfois l'usage vient un peu après. Il vient parce que finalement, on a un outil qui nous permet de nous assurer que le résident, c'est bien lui. Et en fait, on se rend compte qu'on peut, là, l'exemple type dans l'usage, c'est on peut récupérer les résultats de laboratoire et les intégrer automatiquement. Ça, l'INS n'avait pas ce premier objectif, mais il en devient une conséquence. Et du coup, cet usage-là se crée. Donc, je voulais faire juste un petit clin d'œil là sur comment ça s'appelle, l'INR, c'est ça? L'INS. On s'est trouvé embêté, on va se trouver embêté lorsque les personnes sont étrangères et qui n'ont pas de numéro de sécu. Je voulais savoir si vous avez étudié toutes les possibilités, parce que vous avez des personnes qui n'ont pas de sécurité sociale et on aura de plus en plus de personnes étrangères. Nous, les libéraux, on est confrontés à ce problème-là. Je voulais savoir comment ça va se passer, parce que sans l'INS, vous ne pouvez pas rentrer quoi que ce soit au niveau de la fiche. Et là, on est bloqué. Donc, il y a ça. Et puis, les personnes qui sont en période transitoire de papier, de régulation. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, comment vous avez prévu. Tu veux répondre, Fanny? Oui, on va faire intervenir quelqu'un de l'INS, un spécialiste de l'INS, si on arrive à trouver quelqu'un rapidement. Mais la réponse, c'est que en attendant d'avoir un NIR, ces personnes étrangères, elles ont un NIA, donc un numéro d'identification d'attente. Et donc, c'est ce numéro... Alors, je ne dis pas que ça fonctionne dans 100% des cas. Voilà, Elsa va pouvoir répondre. Elsa va pouvoir apporter des précisions. Alors, est-ce que quelqu'un peut juste me dire la question? Alors, effectivement, l'INS, c'est une identité qu'auront soit toutes les personnes nées en France, soit les personnes qui sont nées à l'étranger et qui ont eu l'occasion de se faire immatriculer en France, par exemple parce qu'elles sont venues travailler en France, étudier en France, etc. Donc, effectivement, il y a une certaine proportion d'usagers, une petite proportion d'usagers qui n'auront pas d'INS, qui n'ont pas vocation à en avoir. Donc, typiquement, un touriste de passage qui vient en vacances en France, par exemple, n'aura pas d'INS. Et pour Pardon ? Oui, alors les travailleurs étrangers, s'ils sont immatriculés auprès des organismes de protection sociale, ce qui est censé être le cas pour la plupart des travailleurs étrangers, ont un INS. Mais c'est vrai qu'il y a un petit pourcentage de gens qui n'auront pas d'INS. Et pour ces gens-là, on continue à échanger et partager la donnée de santé. Comme aujourd'hui, finalement, rien ne change. On échangera la donnée de santé avec leur trait d'identité, nom de naissance, prénom de naissance, date de naissance, sexe, lieu de naissance, dès que les informations auront pu être récoltées, en tout cas par les agents ou les personnes qui les prennent en charge. Donc effectivement, oui, il y a une petite portion d'usagers qui n'a pas de NIS, qui n'a pas vocation à en avoir. J'espère que ça répond à la question. C'était vous qui la posiez? Oui. Oui, d'accord. Merci pour cette question, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
talents de la santé 2019-2020, qui permet à travers tout ce qui a été dans les acquis sociaux de refonder une société qui donne beaucoup, qui distribue beaucoup. Pardon. Et donc, ce qu'on appelle la santé, c'est votre qu'il a sélectionné, qui permet de recouper tous les peuples. Oui. Il y a un atelier. C'était pour vous aider. Pas d'autres questions? Une dernière question. Une petite chose qui me travaille au niveau du dossier médical partagé. Est-ce que la sécurité des données, elle est vraiment optimisée? Je veux dire, est-ce que les données sont vraiment sécurisées? Parce que nous, professionnels, je veux dire, on se pose des questions. On a été, il y a quelques temps de ça, les données au niveau de la CPAM, vous êtes au courant qu'on a eu quelques soucis. Voilà. Il y a eu 500 professionnels qui ont été piratés et nous, on se pose des questions en fait. La sécurité du DMP. Donc oui, c'est effectivement une question. Donc oui, l'enjeu est d'évidemment sécuriser toutes ces données. Et il y a aussi toute une partie qui est sur laquelle il y a beaucoup de travaux en ce moment de cybersécurité. Donc évidemment, le DMP est sécurisé. Maintenant, comme tout service numérique, je pense que personne n'est à l'abri de piratage de failles, et pour ça il y a beaucoup de travaux sur la cybersécurité qui sont menés, qui sont en cours et qui vont aussi accompagner les structures médico-sociales sur tous les sujets. Je ne sais pas si Odile, tu veux compléter sur le... Je veux juste dire que ça marche là. Oui, ça marche. Je veux juste dire que le DMP a une homologation de sécurité, donc a passé tous les tests et toutes les vérifications et a obtenu son homologation de sécurité. Je pense qu'elle est disponible sur le site de la CNAM, sur le site du DMP. Vous trouverez tous les documents qui prouvent que le DMP a franchi cette étape d'homologation de sécurité. Et je saute aussi sur l'occasion, parce que c'est vrai qu'en parlant de sécurité des données, en fait, maintenant, on s'y attache énormément, surtout dès que ça touche des données de santé. Donc là, on parle du DMP, mais c'est aussi pareil pour tout logiciel. Aujourd'hui, si on veut les interfacer avec nos outils, s'ils ne sont pas HDS, donc hébergeurs de données de santé, et donc ils ont des homologations, il y en a de 1 à 6, et donc il y a pour chaque strate de la plus profonde des données jusqu'à celle qui est visible sur le site, en fait, il y a des homologations et il faut être à minima HDS. Et aujourd'hui, on s'y attelle et c'est indispensable en fait aujourd'hui pour pouvoir mettre en place d'autres usages, de nouveaux outils, et donc le DMP clairement aussi. Alors, il faut non seulement être HDS, mais il faut aussi que les solutions des éditeurs, par exemple celle de Teranga, obtiennent une homologation auprès du CNDA qui va vérifier que le code qui va alimenter le DMP ne va pas introduire des failles de sécurité, par exemple, dans le DMP. Donc ça, c'est le travail du CNDA, qui est le Centre national de délivrance des agréments, qui va vérifier que pour chaque éditeur qui alimente le DMP, eh bien, il respecte ces exigences de sécurité. Je pense que Teranga, vous êtes passé par là, l'IFUN aussi, vous êtes passé par là. Vous avez ces homologations auprès du CNDA qui assurent la sécurité de l'ensemble du dispositif. Ce n'est pas n'importe quelle solution qui peut comme ça dire « j'alimente le DMP ». Non, il faut passer par un certain nombre de tests et de vérifications pour justement respecter ce qui a été validé dans le cadre de l'homologation de sécurité du DMP. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, merci à tous en tout cas pour votre présence. Merci à tous les intervenants. C'était un plaisir de vous écouter. Et puis on reste sur le stand s'il y a des questions qui vous viennent par ailleurs. Merci.